D'où viennent les rendements sur la DeFi? C'est la thématique qui va nous animer aujourd'hui dans l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Alors, on va faire de la pédagogie, évidemment, quand on dit DeFi, nous parlons de finances décentralisées. Nous reviendrons dans un instant sur ce que cela veut dire concrètement. Mais juste avant, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Smart Patrimoine pour évoquer tous ces sujets-là, Victor Demonchot, cofondateur d'Ambrosia. Bonjour Victor Demonchot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, Ambrosia, qui est une fintech crypto, enregistrée PSAN auprès de l'AMF, et Ambrosia propose un livret d'épargne basé sur la DeFi. Un livret d'épargne veut dire globalement aller rechercher du rendement, alors pas forcément énormément de rendement selon les livrets d'épargne que l'on peut connaître, mais je parle notamment du livret A ou autre, des livrets d'épargne classiques, mais à partir du moment où on propose à des gens d'investir de l'argent pour aller chercher du rendement et que la promesse c'est d'aller sur la DeFi, on a envie de se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette finance décentralisée? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer simplement pour ceux qui en entendent beaucoup parler, qui entendent parler de crypto, de métaverse? Et surtout après, qu'est-ce qui fait dans l'activité de cette finance décentralisée qu'on peut aller chercher des rendements? Mais première question, Victor Demonchot, si on devait définir simplement ce fonctionnement de finance décentralisée, de finance où il n'y a pas de banque centrale, où il n'y a pas de banque tout court d'ailleurs, il y a des acteurs crypto, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, bon, s'il fallait donner une définition assez simple de ce que c'est que la finance décentralisée, ou la DeFi pour Decentralized Finance Bien en sûr, anglais, ouais. En fait, il faut imaginer ça comme un écosystème financier qui fonctionne à peu près comme nos banques, dans le sens où on y retrouve différents services comme l'épargne, l'échange de devises, les assurances, on peut même emprunter de l'argent. D'accord. Sauf que la grosse différence par rapport aux banques traditionnelles, c'est que il n'y a pas de banquier. D'accord. Vous êtes votre propre banquier. En fait. D'accord, donc il n'y a pas de banquier centraux et il n'y a pas de banquier. Exactement. D'accord. En fait, en tant que propre banquier, vous devenez en fait le réel propriétaire de vos fonds. À aucun moment, il va y avoir un gouvernement, un juge ou une autre personne qui va venir mettre la main sur vos fonds. D'accord. Donc en fait, on est propriétaire de son épargne, entre guillemets, ou de ses fonds, et ensuite on décide de faire appel au tel ou tel service qui aurait été créé sur une blockchain dans un écosystème de finances décentralisées, c'est ça? Voilà, exactement. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour y accéder concrètement? Il y a une plateforme ou pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on va sur la finance décentralisée? Ouais, mais je pense que peut-être on peut compléter aussi la définition de la finance décentralisée parce que c'est important de comprendre pourquoi ça a été créé. Ouais. On a tous des opinions différentes là-dessus, mais moi je pense que la finance décentralisée, ça a été créé pour répondre à deux besoins principaux. Le premier, c'est qu'il fallait créer un système antidiscriminatoire et vraiment ouvert à tous. On s'est rendu compte qu'il y avait des pays où il y avait trop de personnes qui étaient débancarisées. D'accord. Et donc avec la DeFi, en réalité, qu'on soit riche ou pauvre, noir ou blanc, avec des antécédents ou pas, eh bien, il suffit d'une simple connexion Internet pour avoir accès à l'ensemble des services financiers. Donc aujourd'hui, tout le monde a accès aux services financiers grâce à la DeFi. Et surtout, la DeFi, c'est un écosystème qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, ce n'est pas un écosystème qui a supporté les charges lourdes que connaît la finance traditionnelle, que ce soit la paye des banquiers, les bureaux somptuaires ou les campagnes de communication. Donc en fait, les coûts des services financiers sont vraiment réduits et sont beaucoup moins chers. Alors, quand vous dites que vous pensez que c'est pour ces raisons-là, c'est parce qu'en fait, on avait au départ donc, un système de blockchain sur lequel se sont indexés ce qu'on appelait des crypto-monnaies, donc qui a créé un écosystème, et par-dessus sont venus s'ajouter en fait des services, et c'est ce qui crée aujourd'hui cet écosystème de finance décentralisée, c'est ça? Oui, donc on a eu une première évolution en 2008 avec Bitcoin qui est arrivé, donc un développeur, un certain Satoshi Nakamoto, qui a créé ce système décentralisé où on peut échanger des actifs numériques directement sur Internet de pair à pair. Et puis quelques années plus tard, on a eu une deuxième révolution, donc en 2015, il y a un petit génie de 21 ans, du nom de Vitalik Buterin. Dont on a entendu parler avec The Merge récemment quand même. Exactement, exactement. Et ce petit gars-là, il a créé la blockchain Ethereum et du coup les fameux smart contracts. Donc un smart contract, qu'est-ce que c'est? Faut imaginer ça, c'est un contrat intelligent qui est auto-exécutoire. D'accord. Donc en fait, c'est des contrats qui sont programmés de sorte à se déclencher sur des événements qui ont été prédéterminés. D'accord. Donc en fait, ces smart contracts permettent de tout automatiser sur la finance décentralisée. Et c'est ce qui explique pourquoi en fait on n'a plus besoin de banquiers, ni même tout l'arsenal juridique qui va avec,
pour exécuter des transactions financières. Alors pour autant, vous dites qu'on n'a plus besoin de banquier, mais pour autant on va retrouver des services qu'on va aller demander à son banquier, à savoir une assurance, un prêt ou autre. Ça fait peut-être la transition avec la question que j'ai envie de vous poser, c'est on entend effectivement, d'ailleurs c'est ce que fait Ambrosia, proposer un livret sur la finance décentralisée. On voit souvent des propositions de rendement sur la finance décentralisée, et la question qu'on peut se poser, et je vais même la poser d'un point de vue un peu de celui qui serait critique sur la finance décentralisée, c'est on entend souvent, par exemple, que les cryptos, c'est basé sur rien. Alors, quand on parle de rendement, j'imagine que celui qui va nous dire que la crypto est basée sur rien va se dire, mais alors, où est-ce qu'on peut trouver des rendements? Moi, je vous pose la question un peu autrement, mais où est-ce qu'on va chercher des rendements? Quelles sont les activités en finance décentralisée qui vont pouvoir permettre de proposer un rendement? Ouais. Sur la finance décentralisée, il y a une multitude de possibilités pour générer des rendements, des revenus passifs. C'est ce qui s'appelle faire du yield farming. C'est une définition qui est donnée en anglais, mais globalement, ça correspond à générer du rendement sur la finance décentralisée. Il y a plusieurs moyens pour ça, plusieurs stratégies. Les plus connues, c'est le stacking, qui correspond à participer à la sécurisation d'un réseau, d'une blockchain. On a le lending, qui correspond à prêter ses crypto-monnaies sur la finance décentralisée. On a le liquidity providing qui correspond à apporter des liquidités sur un protocole de finance décentralisée, etc., etc. Et puis, alors, il y a d'autres, non, il y a d'autres façons. Non. C'est les trois plus grosses globalement. Parce que, alors, on va peut-être regarder le lending dans un second temps. Mais alors, le stacking, quand vous dites sécuriser, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs ou en tout cas des codeurs qui vont sécuriser des blockchains. Et comment est-ce que les fonds que j'aurais mis moi sur un livret d'épargne va permettre de générer des rendements? Alors, si jamais il y a cette activité-là, comment est-ce que ça s'intègre dans cette activité? Alors, vous parlez de The Merge qui est intervenu encore il y a une petite quinzaine de jours. Donc, en fait, on a la blockchain Ethereum qui est passée de la preuve de travail, le proof of stake, à la preuve d'enjeu, le proof... du proof of work au proof of stake, exactement. Du proof of work au proof of stake. Quelle est la différence? Globalement, avant, on avait des ordinateurs qui répondaient à des équations pour sécuriser le réseau. Aujourd'hui, c'est différent. On a des personnes qui bloquent leurs Ethers sur la blockchain pour participer à la sécurisation du réseau et valider les transactions. D'accord. Et les personnes qui bloquent ces Ethers, effectivement, il faut bien les rémunérer, et donc ils vont toucher un petit rendement qui va tourner entre 4 et 8%, parfois 10%, pour les remercier, entre guillemets, de mettre en jeu leurs Ethers. D'accord. Et ils viennent d'où ces 10% alors du coup? Alors, c'est assez simple. Il faut bien que les personnes qui émettent des transactions sur la finance décentralisée, sur la blockchain Ethereum, vont payer des frais de transaction, ce qu'on appelle les gas fees. Ce qui va permettre de rémunérer ceux qui vont valider les transactions. Exactement. Donc on rémunère, on récompense les personnes qui mettent en jeu leurs Ethers pour participer à la sécurisation du réseau. Ok, donc là c'était pour le modèle économique effectivement du stacking. Il y a le lending également. Donc ça veut dire qu'on va prêter de l'argent en crypto-monnaie. Il y a des services qui existent pour ça et on va toucher. Il y a un rendement qui est proposé derrière, c'est ça? Alors, le lending, qu'est-ce que c'est globalement? Donc, c'est prêter ces crypto-monnaies à d'autres pairs directement sur la finance décentralisée. Dans la finance traditionnelle, quelqu'un qui prête ses actifs, on va avoir un emprunteur, cet emprunteur va payer des intérêts. C'est pareil sur la finance décentralisée. D'accord, même fonctionnement. Même fonctionnement, sauf que sur la finance traditionnelle, on a toujours un intermédiaire qui fait le lien entre le prêteur et l'emprunteur. Bien sûr. Sur la finance décentralisée, on a le prêteur et l'emprunteur paye directement ses intérêts au prêteur. D'accord. Et donc là, donc en fait, c'est-à-dire quoi? On va se connecter. Où est-ce qu'on trouve l'emprunteur, par exemple, pour si on veut chercher du rendement? Ouais. Alors comment ça fonctionne? Donc l'emprunteur va devoir, le prêteur va déposer des liquidités dans ce qu'on appelle une pool. Une pool, il faut imaginer ça comme une piscine, la traduction en français. Donc on va être des dizaines, des centaines, des milliers de prêteurs à déposer des liquidités au même endroit. Et de l'autre côté, on a des emprunteurs qui vont venir piocher ces liquidités, ces crypto-monnaies dans ces pools. Ils peuvent les emprunter à tout moment, d'une manière quasi instantanée, à un rendement qui fluctue énormément. En fonction de l'offre et de la demande? En fonction de l'offre et de la demande, c'est-à-dire du montant de liquidité qui est mis à disposition dans cette pool. Moins il y aura de liquidité, plus le taux sera élevé, plus il y aura de liquidité, plus le taux d'emprunt sera faible. D'accord, ok. Donc en fait, on va quand même centraliser
là où on va emprunter et où on va prêter l'argent, mais ce ne sera pas via un intermédiaire, en fait, c'est ça? Exactement, c'est un bon schéma. On centralise en effet les fonds des utilisateurs de la finance décentralisée, mais on n'a pas un organe centralisateur qui est derrière, parce que tout ça se fait directement sur des smart contracts, des lignes de code qui sont open source, que tout le monde peut consulter sur Internet. Mais alors, question toute simple, je reprends un exemple de finance traditionnelle, j'emprunte, mettons, sur 25 ans à 2%. Comment est-ce que je fais pour définir s'il n'y a pas d'intermédiaire, que je vais prêter de l'argent sur 10, 20, 30 ou 40 ans, et à l'inverse, que ça correspond à la demande de celui qui veut emprunter? Déjà, je pense qu'avant de parler d'emprunt, comme du fonctionnement de l'emprunt, il faut comprendre comment c'est possible en fait de prêter de l'argent à un tiers inconnu sur la finance décentralisée. Parce que, à l'inverse de la finance traditionnelle, personne ne va venir toquer à votre porte. S'il ne rembourse pas. S'il ne rembourse pas. Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut bien trouver un moyen de s'assurer que l'emprunteur va rembourser à la fin les dettes et les intérêts. Et pour ça, on a mis en place le concept de collatéral. Un collatéral, il faut imaginer comme c'est une caution que conserve la blockchain tant que les dettes et les intérêts n'ont pas été remboursés par l'emprunteur. Le collatéral, il faut savoir qu'il est toujours au moins égal à 100% de la valeur du montant emprunté. Donc on peut emprunter, en fait on peut emprunter que le montant qu'on a déjà en stock, c'est ça, quelque part? C'est un petit peu ça. Quelqu'un qui veut emprunter l'équivalent de 1 000 $ en crypto-monnaie, eh bien il doit déposer au moins 1 000 $ en crypto-monnaie en collatéral. D'accord. Ouais. Donc il est obligé en plus de les avoir en crypto-monnaie pour le coup. Oui. En crypto-monnaie, parce que sur la finance décentralisée, à aucun moment on parle de monnaie fiduciaire, d'euros, de dollars, de yens ou autre, tout se fait en crypto-monnaie. Et alors un mot peut-être sur la durée, comment est-ce qu'on crée une adéquation entre offre et demande s'il y a personne qui tranche à un moment pour dire bon bah par exemple ça c'est sur 10 ans, ça c'est sur 20 ans et voilà le taux. Alors le taux, non, vous avez expliqué comment ça fonctionne. Alors c'est juste peut-être en fonction des durées, comment est-ce qu'on crée une adéquation à ce niveau-là? Alors le taux, une nouvelle fois, il fluctue énormément, il est actualisé constamment, tout dépend des plateformes, ça peut évoluer à la seconde, à la minute, à l'heure, mais globalement ça se fait vraiment de manière quasi instantanée, cette évolution du taux, et il fluctue ce taux en fonction de la quantité de liquidité qu'on a dans cette pool. Moins on a de liquidité, plus l'emprunteur paiera cher, plus on aura de liquidité, moins il paiera cher. Concernant la durée de l'emprunt, eh bien, il faut savoir que sur la finance décentralisée, à aucun moment la personne a les mains liées, il ne s'engage pas sur une durée de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. C'est des emprunts qui sont d'une manière instantanée et il peut rembourser quand il le souhaite. D'accord, les dettes. Oui, d'accord. Okay. À partir du moment où il souhaite récupérer son collatéral, eh bien, il rembourse les dettes. S'il ne rembourse pas les dettes, il ne peut pas récupérer son collatéral. Alors, il y a d'autres manières de créer du rendement, mais on n'aura pas forcément le temps d'en parler dans cette interview. Un mot quand même sur les risques associés à ça. Quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risques. Alors, on n'a pas cité de montant de rendement, mais on va quand même parler de risques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur est-ce que c'est risqué aujourd'hui d'aller chercher du rendement en finance décentralisée? Ouais. Il faut savoir que la finance décentralisée, c'est un écosystème qui est jeune, qui comporte des risques technologiques. Le plus connu, c'est les risques qui sont liés au smart contract. La finance décentralisée, c'est un écosystème qui a énormément évolué sur les deux dernières années. On avait plus de 200 milliards de dollars de capitalisation sur cet écosystème. Donc, bien sûr, ça attise des convoitises de certaines personnes malveillantes, des pirates informatiques qui s'amusent à identifier les défaillances, les potentielles défaillances de smart contracts pour venir y dérober les fonds qui sont stockés dessus. Donc on a vu des hacks de smart contracts de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc effectivement, il y a un risque technologique. Il faut le comprendre, et pour les néophytes des crypto-monnaies, c'est pour ça que la finance décentralisée n'est pas forcément le meilleur moyen pour aller générer du rendement. Quand on n'y connaît rien, il faut se former, commencer par des petits montants, et normalement, avec le temps, ça se passera bien. Merci Victor de Monchaux d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous détailler un petit peu le fonctionnement de la finance décentralisée sur un temps aussi court. On aurait pu en parler pendant des heures, mais on a un temps qui est imparti. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ambrosia, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.